la mère a ignoré une étrange bosse sur le cou de sa fille jusqu'à ce qu'elle grossisse et la choque. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Sous le ciel gris et lourd, la pluie s'abattait sur les rues comme une violente tempête. Claire Miller, 38 ans, blottie dans son manteau usé, tirant Mia près d'elle alors qu'elles se faufilaient toutes les deux à travers la foule pressée devant la porte de l'école. Sois sage et va en cours maintenant. Maman doit se rendre au travail, dit Claire à la hâte, déposant un rapide baiser sur les cheveux trempés de pluie de Mia. Mia hocha légèrement la tête, les yeux remplis de tristesse alors qu'elle regardait sa mère disparaître dans la mer de parapluie. Elle resserra sa prise sur la sangle de son sac à dos, le cœur lourd. Son cou lui faisait terriblement mal depuis plusieurs jours et ce matin-là, elle remarqua dans le miroir une petite boule rouge sous son oreille droite. Cet après-midi-là, alors que Claire se traînait avec lassitude vers leur appartement exigu, Mia tirait timidement sur la manche de sa mère. « Maman, mon cou. Il y a une bosse étrange. »« Ça fait très mal, » murmura Mia, sa voix à peine audible. Claire soupira et jeta les sacs d'épicerie bon marché sur la table. Elle jeta un coup d'œil au cou de Mia, fronça les sourcils pendant un moment, puis fit un signe dédaigneux. « Ce n'est rien, chérie. Probablement juste une piqûre de moustique ou une allergie. J'ai cent autres choses dont je dois m'inquiéter. » Sa voix était sèche et impatiente. Mia se mordit la lèvre et leva de nouveau les yeux vers sa mère, les yeux silencieusement suppliants, mais Claire s'était déjà détournée, occupée à déballer ses bagages dans la cuisine. Le bruissement des sacs en plastique a noyé la douleur silencieuse dans le cœur de la petite fille. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Mia a réessayé. « Maman, ça a grossi et ça fait vraiment mal. » Elle toucha la grosseur, maintenant de la taille du bout d'un petit doigt. Claire, enfilant son tablier, répondit distraitement. « Probablement parce que tu joues toujours dans la terre. Je t'apporterai de la pommade demain. » Puis elle s'est précipitée vers la porte, laissant Mia assise silencieusement, une cuillerée froide de céréales à la main. À l'école, l'un des camarades de classe de Mia, un garçon aux cheveux bouclés nommé Ethan Walker, a remarqué la bosse lorsqu'elle a ramené ses cheveux derrière son oreille. « Regarde ça. » Mia a un coup de monstre. Un éclat de rire éclata. Le visage de Mia est devenu cramoisi alors qu'elle baissait la tête, les larmes lui montant aux yeux. Pendant la récréation, Mia était assise seule dans un coin de la cour. Son professeur principal, Madame Evelyn Evans, est passée par là et a remarqué l'expression inhabituelle de son visage. « Mia, ça va ?» demanda-t-elle doucement. Mia hésita, puis montra son cou. « Ça fait mal ici. » Cela fait quelques jours maintenant. Madame Evelyn Evans se pencha pour regarder de plus près, les sourcils froncés. « L'as-tu dit à ta mère ?» Mia hocha la tête, sa voix étant un murmure. « Maman est vraiment occupée. » La femme d'âge moyen soupira et tapota doucement l'épaule de Mia. « Si ça fait trop mal, n'hésite pas à me le dire, d'accord ? Ne souffre pas en silence. » Mia eut un léger sourire, ressentant un peu de chaleur du contact de son professeur. Mais au fond, elle avait toujours envie d'un autre type d'étreinte, celle de sa mère. Cette nuit-là, lorsque Claire s'est précipitée dans l'appartement après son service dans un petit bar, Mia attendait déjà à la porte. « Maman, mon cou est plus gros maintenant. »« C'est dur et ça fait mal, » dit Mia, la voix tremblante. Claire, agacée, enleva ses chaussures mouillées. « Mia, arrête de me déranger avec ces petites choses. Je suis épuisée. » Son cri résonna dans la petite pièce, faisant tressaillir Mia. Elle se retourna et courut vers sa chambre, enfouissant son visage dans son oreiller tandis que les larmes coulaient à flots. Pendant ce temps, Claire entra dans la cuisine en titubant et ouvrit le réfrigérateur presque vide. À l'intérieur, il n'y avait que quelques tranches de pain moisi et un carton de lait périmé. « Merde, marmonna-t-elle en serrant les poings. Elle travaillait près de 18 heures par jour, et pourtant le loyer, les services publics, les frais de scolarité pour Mia au tout lui semblaient être un gouffre sans fin. Dans son désespoir et son épuisement, elle s'est dit, c'est juste une petite bosse. Elle va disparaître toute seule. Mais dans la chambre, Mia se recroquevilla dans le noir, la main fermement pressée contre son cou, sentant la masse froide et solide sous sa peau. Le lendemain matin, elle a secrètement pris le vieux téléphone cabossé de sa mère et a fouillé, une boule rouge sur le cou. Les résultats sont apparus, tumeur, lymphadénite, lymphome. Des mots effrayants dansaient sous les yeux de la jeune fille de 12 ans. La main de Mia tremblait.
Elle prit une profonde inspiration et décida qu'elle devait à nouveau convaincre sa mère. Quand Claire rentra à la maison au crépuscule, après avoir franchi la porte, Mia courut vers elle. « Maman, s'il te plaît, emmène-moi chez le médecin. J'ai peur. » Elle fondit en larmes en serrant la main de sa mère. Claire retira sa main, renfrognée. « Mia, tu sais combien coûte une visite chez le médecin? Un seul rendez-vous pourrait signifier que je ne pourrais pas payer la facture d'électricité ce mois-ci. Veux-tu que nous finissions tous les deux dans la rue? » Ces mots frappèrent Mia comme un coup de fouet au cœur. Elle lâcha prise et recula, regardant sa mère sous le choc. « Mais ça fait vraiment mal. Ça fait mal même quand j'avale. » Sa voix se brisa. Claire se détourna, ôtant son manteau sans se retourner. « Bois de l'eau tiède et va dormir. Je ne veux plus entendre parler. » Mia restait figée dans le salon. Elle se sentit soudain comme un objet indésirable mis de côté dans le monde trépidant de sa mère. Cette nuit-là, elle se tourna et se retourna, incapable de dormir. La douleur s'est propagée de son cou à son épaule. Mia serra son oreiller dans ses bras, regardant par la fenêtre alors que les lourdes gouttes de pluie martelaient la vitre comme le poids dans son cœur. Le lendemain matin, elle n'arrivait même pas à avaler son petit déjeuner. Claire lui jeta à peine un coup d'œil et se précipita vers la porte. « Mange-le. Arrête d'agir comme gâté, a-t-elle appelé. Mia était assise seule, regardant le pain dur comme la pierre devant elle. Son cou lui faisait tellement mal que le moindre mouvement lui envoyait une douleur brûlante dans la tête. À l'école, Ethan continuait à le taquiner. « Et, coup de monstre, fais attention ou il va exploser. » Les rires éclatèrent, déchirant le silence. Mia baissa la tête, les larmes coulant sur son carnet. Après l'école, Mia se dirigea lentement vers la porte de l'école. Dehors, Madame Evelyn Evans attendait. « Mia, tu veux que j'appelle ta mère pour qu'elle vienne te chercher ?» elle a demandé. Mia secoua la tête, se forçant à sourire. « C'est bon, madame. J'y suis habituée. » Madame Evelyn Evans soupira. Elle ne voulait pas en faire trop, mais son cœur était lourd. Cette nuit-là, la douleur s'est intensifiée. Mia s'est réveillée au milieu de la nuit, le cou si enflé qu'elle a dû respirer par la bouche. Elle toussa violemment, son corps tremblant. Dans la pièce voisine, Claire dormait profondément, sans s'en rendre compte. Mia trébucha jusqu'à la porte de sa mère et frappa légèrement. « Maman, ça fait tellement mal. » Aucune réponse. « Maman, je ne peux pas respirer, » murmura Mia. Toujours le silence. Elle s'effondra sur le sol froid, sa respiration superficielle sous la faible veilleuse. Son petit visage était tordu par la douleur. Par la fenêtre, la pluie de New York tombait froide et implacable, comme le désespoir qui engloutissait la petite fille. Claire fut réveillée par un léger coup dans la nuit. Elle s'assit groggy, se frottant les yeux, agacée. « Mia, et maintenant ?» marmonna-t-elle avec irritation, traînant ses pantoufles vers la porte. Claire l'ouvrit et fut frappée par la vue devant elle. Mia se recroquevilla sur le sol, le visage pâle comme un drap, la respiration difficile et laborieuse. « Mia ! Oh mon Dieu !» Claire a crié. Elle se précipita en avant, prenant Mia dans ses bras, sentant la fièvre brûlante et le poids mou de sa fille. Elle attrapa son manteau et courut dehors, sans prendre la peine de verrouiller la porte. « Je t'emmène à l'hôpital en ce moment. »« Attends, bébé. »« S'il te plaît, attends » murmura Claire, la voix tremblante. Les rues de New York ont été inondées. Trouver un taxi vide, c'était comme trouver de l'or. Claire se tenait sous la pluie, saluant frénétiquement. « Taxi, s'il te plaît, arrête-toi » a-t-elle crié. Un taxi blanc argenté s'est arrêté, sa vitre abaissée. Le conducteur, un homme grisonnant nommé Nathan Reed, la regarda avec méfiance. « Dehors sous cette pluie. Où vas-tu ? S'il vous plaît, aidez ma fille. » L'hôpital le plus proche, sanglota Claire. Voyant Mia boiter dans ses bras, Nathan ouvrit rapidement la porte et cria. « Entrez maintenant. » La voiture filait à toute allure dans les rues mouillées par la pluie. À l'intérieur, Claire serra fermement Mia, ses larmes se mêlant à la pluie. Marmonna Nathan pendant qu'il conduisait. « Ne vous inquiétez pas, nous serons aux urgences de l'hôpital général de Brooklyn dans 10 minutes. » 10 courtes minutes s'étalèrent à l'infini. Chaque secousse de la voiture donnait l'impression qu'elle essayait d'arracher Mia des bras de Claire. Finalement,
la voiture s'est arrêtée en hurlant devant une petite salle d'urgence nichée dans un coin de la rue. Claire entra en criant. « À l'aide. S'il vous plaît, aidez ma fille. » Une jeune infirmière nommée Annie Harper s'est précipitée et lui a pris Mia. « Amenez-la, » ordonna-t-elle. À l'intérieur, le médecin de garde, le docteur Richard Dawson, vêtu d'une blouse de laboratoire froissée, était assis et lisait un journal. En entendant le tumulte, il se leva à contre-cœur. « Que se passe-t-il, petite fille ?» Il a demandé. « Difficulté à respirer, forte fièvre, cou enflé », a rapporté Annie. Le docteur Richard Dawson soupira et se rapprocha. Il jeta un coup d'œil à Mia, fronça les sourcils, mais agita rapidement la main avec dédain. Juste une inflammation courante des ganglions lymphatiques. Donnez-lui des antibiotiques et des analgésiques. Renvoyez-la chez elle. Mais ne devrions-nous pas faire des tests, docteur ? Demanda Annie avec hésitation. Richard Dawson lui lança un regard aigu. Vous voulez que je sois poursuivi pour avoir fait gaspiller de l'argent aux patients ? Suivez simplement les ordres. Claire a tout entendu. Elle tenait Mia dans ses bras, un sentiment de malaise grandissant dans son cœur. Mais l'épuisement, l'ignorance et la pression financière l'ont tenue silencieuse. Un peu plus tard, Annie tendit à Claire un sac de médicaments et une feuille d'instruction. Donnez-lui les médicaments régulièrement. Si elle ne va pas mieux, revenez, dit-elle doucement, les yeux remplis de sympathie. Claire murmura un merci, puis quitta la clinique avec Mia dans les bras. Dehors, la pluie tombait toujours à verse. Nathan Reed attendait patiemment dans la voiture. Où aller maintenant ? À la maison ? Il a demandé. Claire soupira. Alors qu'elle déposait doucement Mia sur la banquette arrière, elle murmura, « Tout ira bien. Je le promets. » Mais la promesse avait à peine quitté ses lèvres que Mia commença soudain à convulser. Son petit corps tremblait violemment et un bruit de cliquetis effrayant sortait de sa gorge. « Mia, que se passe-t-il » Claire a crié de panique. Nathan regarda dans le rétroviseur, son visage pâlissant. « Ce n'est pas bon. Je vous emmène tous les deux à l'hôpital Saint-Marie en ce moment. » Le moteur du taxi rugit alors qu'il fonçait dans le rideau de pluie floue. Claire s'agenouilla sur le siège, tenant fermement Mia, les larmes coulant sur son visage. « S'il te plaît, ne me quitte pas, chérie. S'il te plaît. » Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital Saint-Marie, le personnel médical les attendait déjà à la porte. Un médecin urgentiste, le docteur James Smith, a jeté un coup d'œil et a crié « Urgence grave. Amenez-la à la salle d'échographie maintenant. » Une équipe d'infirmiers s'est précipitée pour emmener Mia. Claire a essayé de le suivre mais a été arrêtée à la zone stérile. « Vous ne pouvez pas entrer » a crié une infirmière. Claire attrapa la manche de Nathan et cria « S'il te plaît, fais quelque chose. N'importe quoi. Sauve-la. » Nathan posa une main ferme sur son épaule, essayant de la rassurer. Ils la sauveront. Saint-Maries est le meilleur hôpital de New York. Claire s'effondra sur le sol, serrant sa tête, tremblante de partout. À l'intérieur, dans une pièce froide et bien éclairée, le docteur Sophia Fields, chef du service de pédiatrie, dirigeait l'équipe d'échographie. « Vite, j'ai besoin d'images de sa gorge et de ses ganglions lymphatiques immédiatement, » ordonna-t-elle. L'écran échographique montrait une tumeur massive appuyant sur presque toutes les voies respiratoires. « Bon sang » marmonna le docteur Fields, puis cria dans sa radio. « Préparation à l'anesthésie. Chirurgie d'urgence. » Une infirmière a chuchoté, « Le risque de décès est extrêmement élevé si nous ne décompressons pas immédiatement. » Le docteur Fields hocha la tête, les yeux féroces. « Nous n'allons pas perdre cette fille. » Pendant ce temps, dans le couloir, Claire écrasait la feuille d'instruction dans sa main. Elle se souvenait de Mia suppliant et pleurant, ainsi que de sa propre voix froide et cassante. « Non, ça ne peut pas arriver, » murmura-t-elle, ses lèvres saignant à cause de la force avec laquelle elle les mordait. Nathan était assis à côté d'elle, solennel. « C'est une bonne enfant, » murmura-t-il. « Dieu n'enlèverait pas une âme aussi innocente. » Claire enfouit sa tête dans ses mains, sanglotant de manière incontrôlable. Soudain, l'interphone de l'hôpital sonna. Urgence de l'équipe chirurgicale en salle d'opération 2. Claire se leva d'un bond, les mains serrées en prière. Chaque minute passait comme une éternité. Le bip du moniteur cardiaque a résonné à travers la porte fermée de la salle d'opération, lui transperçant le cœur comme des couteaux.
Nathan lui tendit une tasse de café tiède. Bois-en. Tu auras besoin de force. Claire la prit avec des mains tremblantes, presque le renversait. Je ne l'ai jamais écouté, murmura-t-elle, les larmes coulant. J'étais trop occupée, trop égoïste. Nathan soupira, sa voix lourde. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est de les réaliser avant qu'il ne soit trop tard. Claire le regarda, les yeux remplis de larmes. Mais au fond de lui, un trou noir de désespoir avalait les dernières lueurs d'un fragile espoir. À l'intérieur du bloc opératoire, le docteur Fields s'est battu pour chaque seconde. Tableau 2. Ouvrez 4 autres lignes. Sa tension artérielle baisse. Une infirmière a crié « Scalpel plus rapide ». Du sang, ordonna le docteur Fields. Le son du respirateur et des sirènes d'alarme se mélangeaient à une horrible symphonie de vie et de mort. Dans le couloir, Claire s'agenouilla, tenant dans ses bras une petite statue de la Vierge Marie suspendue à un collier. « S'il vous plaît, s'il y a un miracle, sauvez ma fille. » La pluie tombait toujours par la fenêtre de l'hôpital. Mais pour Claire, cette pluie s'était transformée en larmes invisibles, dissolvant les morceaux de son âme. L'interphone de l'hôpital Saint-Marie retentit à nouveau, déchirant le silence étouffant comme une corde cassée. Claire, les mains tremblantes, agrippa la chaise froide en plastique. À côté d'elle, Nathan Reed était assis en silence, sa grande main posée sur son épaule, lui offrant le peu de chaleur qu'il pouvait dans la tempête de son chagrin. Il était presque 3 heures du matin. Les lumières du couloir projetaient des traînées jaunes sur le sol. Chaque pas, chaque voix murmurée ressemblait à une autre lame tranchant la peur grandissante de Claire. La porte du bloc opératoire est restée fermée. Personne n'est entré. Personne n'est sorti. Claire n'en pouvait plus. Elle trébucha jusqu'au poste des infirmières. Une jeune femme en uniforme bleu se tenait là, son badge indiquant Marie Monroe. « S'il te plaît, râla Claire, la voix rauque. Ma fille. Mia Miller. Comment va-t-elle ? Marie Monroe pinça les lèvres, les yeux pleins de sympathie. Je suis désolée, madame. Tant que l'opération est en cours, nous ne pouvons divulguer aucune information. Claire serra les poings. Mais elle est toujours en vie, n'est-ce pas ? Marie Monroe resta figée pendant une seconde, puis acquiesça doucement. L'équipe fait tout ce qu'elle peut. Faites-leur confiance. Faites confiance. Faites confiance, Claire eut un rire amer et moqueur. La confiance était un luxe qu'elle avait abandonné depuis longtemps dans sa lutte quotidienne pour sa survie. Et maintenant, elle devait s'y accrocher comme une personne qui se noie à un gilet de sauvetage pourri. Elle recula et s'effondra sur une chaise, le visage dans les mains, en pleurant. Nathan lui tendit un mouchoir. « C'est bon. Pleure, dit-il d'une voix grave. Parfois, c'est seulement après s'être effondré que nous trouvons la force de nous relever. » Claire serra le mouchoir. Dans son vieux parfum de moisi, elle sentait quelque chose comme la main réconfortante de son père, une main qu'elle n'avait jamais permis à Mia de ressentir. Soudain, les portes du bloc s'ouvrirent. Claire jaillit comme une source. Un assistant chirurgical est sorti, son masque toujours accroché au menton. La sueur perlait sur son front. « La famille de Mia Miller » a-t-il appelé. Claire s'est précipitée. « Moi ? Je suis sa mère. » Elle a failli crier. Le médecin la regarda, les yeux lourds. « Nous avons enlevé la majeure partie de la masse, mais son état est toujours critique. La tumeur avait profondément envahi et comprimé sa trachée. Nous avons dû placer une sonde endotrachéale temporaire. Si nous avons de la chance, après quelques observations, elle pourra peut-être à nouveau respirer toute seule. » Claire chancela et faillit s'effondrer. Nathan l'attrapa juste à temps. « Quand puis-je la voir ?» balbutia Claire. « Dans environ 1 heure, une fois qu'elle sera en convalescence, » répondit le médecin avant de se détourner et de disparaître derrière la porte froide. Claire resta figée. 1 heure dans l'éternité. Elle s'assit, les mains si serrées que ses jointures saignaient. Une voix parla à côté d'elle. « Bonjour, je m'appelle Isabella Morgan », s'est présentée gentiment l'équipe de soutien psychologique de l'hôpital, une femme d'âge moyen au visage gentil. « Nous aidons souvent les familles dans des cas critiques comme celui-ci. Si vous en avez besoin, je peux rester. » Claire n'a pas répondu. Elle hocha seulement légèrement la tête. Isabelle s'assit à côté d'elle. « Parfois, la culpabilité est pire que le chagrin, dit-elle doucement.
Tu n'es pas seul dans ce cas. Claire pinça les lèvres, essayant de retenir ses sanglots. Une lourdeur s'écoula. Lorsqu'ils ont fait sortir Mia de l'opération, Claire s'est presque précipitée vers elle. Sur le lit d'hôpital d'un blanc immaculé, la petite Mia gisait pâle et immobile, un tube respiratoire inséré profondément dans sa gorge. Son visage était terriblement incolore. Chaque respiration ressemblait à une bataille. Claire s'effondra à côté du lit, serrant la main froide de sa fille. « Mon amour, maman est là », murmura-t-elle. Mia fronça légèrement les sourcils, ses yeux larmoyants s'ouvrant juste un éclat. Elle essaya de sourire légèrement. Claire éclata en sanglots. Nathan et Isabella reculèrent tranquillement, laissant la mère et la fille dans leur propre monde de larmes et de remords. Un jeune médecin, Andrew Nelson, s'est approché du lit et a vérifié le ventilateur. « Nous la surveillerons de près. S'il n'y a pas de complications, nous pourrons retirer la sonde endotrachiale dans quelques jours, a-t-il déclaré, les yeux rivés sur l'écran du moniteur. Claire hocha la tête à plusieurs reprises, comme si une seule question pouvait briser le fragile miracle auquel elle s'accrochait. Ce matin-là, le soleil se levait faiblement derrière d'épais nuages gris. Claire est restée aux côtés de Mia tout le temps. Elle tenait fermement la main de sa fille, lui racontant des histoires sur les jours où ils jouaient ensemble dans le petit parc près de chez eux. C'est à peu près la première fois que Mia a essayé de faire du vélo et s'est écorché les 2 genoux. « Tu te souviens, chérie ? Tu as pleuré et crié et tu m'as obligé à te porter tout l'après-midi. » Mia ferma les yeux et fit un léger signe de tête. Claire a ri à travers ses larmes. « Je suis désolée, bébé. J'ai été si négligente. J'aurais dû t'écouter, te protéger, » s'étrangla-t-elle. À ce moment-là, Claire ressentit un lien invisible mais indestructible entre eux. Un lien qu'elle avait presque rompu avec son activité et tous les soucis incessants de la survie quotidienne. À midi, le docteur Fields entra. Mia a besoin d'un repos complet. Son rétablissement dépend désormais entièrement de sa condition physique et de son esprit, a-t-elle déclaré, le regard sérieux. Claire se leva brusquement et baissa la tête. « Je te le promets. Je ne la quitterai pas, même pas une seconde, dit-elle, la voix brisée. » Le docteur Fields hocha la tête, puis partit rapidement pour s'occuper d'autres patients en attente. Nathan s'approcha et posa une main sur l'épaule de Claire. « Tu as fait ce qu'il fallait, » murmura-t-il. Claire le regarda, les larmes coulant sur ses joues. « Non, j'ai fait trop de mauvaises choses, » a-t-elle déclaré. « Mais je ne perdrai rien d'autre. » Plus maintenant, Nathan offrit un sourire triste. « Parfois, Dieu nous donne une seconde chance si nous sommes assez courageux pour la saisir. » Claire s'assit et serra fermement la main de Mia. Dans la salle de réveil froide, au milieu du bip constant des machines, une flamme fragile d'amour maternel a recommencé à scintiller faible mais plus forte que tout. Un autre infirmier, Charles Bennett, est intervenu pour vérifier les résultats. Il salua Claire d'un doux signe de tête. « Votre fille est une vraie petite combattante, » dit doucement Charles. Claire a ri à travers ses larmes. Et sa mère apprendra à se battre avec elle. Jusqu'au dernier souffle, murmura-t-elle, ses yeux brillant dans l'obscurité. La pâle lumière du matin filtrait à travers la fenêtre de l'hôpital, projetant une douce lueur sur le visage cendré de Mia. Dans le bip monotone qui résonnait dans la salle de réveil, Claire serrait la main glacée de sa fille comme si la lâcher signifiait la perdre pour toujours. Le docteur Sophia Fields revint, tenant un épais dossier. Claire leva les yeux, ses yeux suppliants. « Docteur, comment va-t-elle » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Le docteur Fields s'approcha d'une chaise et s'assit en face d'elle. « Je vais être direct. Les résultats de l'échographie et des analyses de sang confirment que la tumeur de Mia se développe rapidement et qu'elle est extrêmement dangereuse. » Claire tremblait. « Mais tu ne l'as pas déjà supprimée » Le docteur Fields hocha la tête, la voix sombre. « Nous en avons supprimé la majeure partie » a-t-elle déclaré en ouvrant le dossier et en montrant des images en noir et blanc. Une partie de la tumeur a infiltré les tissus mous autour de la trachée et des vaisseaux sanguins. Sans une procédure de suivi agressive, il existe un risque élevé de récidive, voire de décès. Claire chancela, agrippant la chaise pour se soutenir. « Alors, y a-t-il une chance » demanda-t-elle, la voix brisée. Elle aura ensuite besoin d'une deuxième intervention chirurgicale hautement spécialisée avec une équipe chirurgicale dédiée et d'une radiothérapie, a déclaré le docteur Fields, incapable de cacher l'inquiétude dans ses yeux. « Je suis d'accord. » Quoi qu'il en soit, dit Claire en sanglotant.
Le docteur Fields hocha la tête. Bien, mais je dois vous prévenir, le processus de traitement sera long et douloureux, hésita-t-elle. Ce ne sera pas bon marché. Claire se mordit la lèvre jusqu'au sang. Je vais me débrouiller. Quoi qu'il en soit, murmura-t-elle. Isabella Morgan, la conseillère psychologique de l'hôpital, est intervenue et a posé une main sur l'épaule de Claire. L'hôpital dispose d'un fonds pour les enfants issus de familles à faible revenu. Je vais vous aider à postuler, dit-elle gentiment. Claire la regarda, les yeux rouges de larmes et d'insomnie. Merci. Merci beaucoup. À ce moment-là, Nathan Reed, le chauffeur de taxi d'âge moyen, revint avec 2 tasses de café froid. J'ai visité quelques départements. Si nous avons besoin de collecter des fonds, je contacterai de vieux amis, a-t-il déclaré fermement. Claire ne pouvait plus se retenir. Elle fondit en larmes. Je ne sais pas comment vous remercier tous. Nathan lui tapota doucement le dos. La fille mérite de vivre. Nous nous battrons avec elle. Un peu plus tard, Mary Monroe, l'infirmière de garde, s'est approchée du lit. Nous avons programmé un scanner détaillé pour planifier l'opération, les a-t-elle informés. Nous transférons Mia au service d'imagerie sous peu. Claire regardait Mia, toujours immobile, chaque respiration superficielle étant une bataille pour la survie. 2 heures plus tard, dans la salle de tomodensitométrie glaciale, Claire se tenait derrière une épaisse vitre, le cœur battant. Un jeune technicien nommé Michael Sanders a réglé la machine et a soigneusement placé des capteurs sur Mia. Ne vous inquiétez pas, je serai extrêmement doux, dit-il avec un sourire rassurant. Mia cligna à peine des yeux, trop fatiguée pour une autre réponse. Elle est plus forte que je ne le pensais, murmura Michael Sanders. Claire ne pouvait détourner ses yeux des moindres mouvements de sa fille. À l'intérieur de la chambre de numérisation, la machine s'était tournée régulièrement, bourdonnant à un rythme silencieux. Quelques instants plus tard, le docteur Fields est entré dans la salle de contrôle avec le neurochirurgien Dr Alan Grant. Quel est l'état de la tumeur? A demandé le docteur Fields. Michael Sanders secoua la tête pendant qu'il imprimait les scans. Cela atteint près de la base des poumons. Très compliqué. Claire retint son souffle, assimilant chaque mot comme une condamnation à mort. Le docteur Grant a parcouru rapidement les scans. Nous aurons besoin d'une opération méticuleusement planifiée. Même 1 millimètre de distance et la fille pourrait cesser de respirer sur la table, dit-il tendu. Dans combien de temps pouvons-nous opérer? Demanda le docteur Fields avec urgence. Dès que ces signes vitaux seront stables. Aucun retard, a confirmé le docteur Grant. Claire s'appuya contre le mur, se tenant la tête. Je suis désolé, Mia. J'aurais dû t'emmener chez le médecin plus tôt. J'aurais dû t'écouter, murmura-t-elle, la voix brisée. Michael Sanders leva les yeux et rencontra son regard peiné à travers la vitre. Il parla doucement. S'il vous plaît, ne vous blâmez pas trop, madame. Certaines choses, peu importe nos efforts, échappent à notre contrôle. Mais pour Claire, ces mots transpercèrent comme des couteaux une plaie qui saignait déjà. Cette nuit-là, de retour dans la salle de réveil, Claire rencontra à nouveau Charles Bennett, l'infirmière grande et rapide. Tu peux rester avec elle toute la nuit. Nous avons aménagé un banc pour toi, dit-il avec un sourire. Claire s'est assise à côté de Mia, lui a tenu la main et a murmuré, je ne vais nulle part. Plus jamais. Un peu plus tard, le docteur Fields est revenu avec une tablette numérique. Nous avons finalisé le plan pour la 2e opération, a-t-elle déclaré. Cela arrivera tôt après-demain. Claire hocha la tête. S'il te plaît, fais ce qu'il y a de mieux pour elle. Le docteur Fields posa une main sur son épaule. Nous ferons tout ce que nous pouvons. Faites-nous confiance. Cette nuit-là, Claire n'a pas dormi du tout. Elle s'assit à côté de Mia, racontant de vieilles histoires, fredonnant doucement les berceuses qu'elle chantait autrefois quand Mia n'était qu'un bébé. Par la fenêtre, le ciel new-yorkais restait lourd et gris de pluie. Mais à l'intérieur de Claire, une autre tempête faisait rage, plus violente que le temps, remplie de culpabilité, de chagrin et de prières désespérées pour un miracle fragile. Je suis là. Je ne vais nulle part, chérie, murmura-t-elle. Dans un sommeil agité, Mia agrippa le doigt de sa mère à peine comme une petite pousse luttant pour s'accrocher à la vie. Claire le sentit et ses larmes tombèrent sur la couverture blanche. Je le jure, quoi qu'il arrive, je me battrai avec toi. Et à ce moment-là, au milieu du bourdonnement froid des machines,
un vœu fut doucement gravé dans le cœur d'une mère, un vœu plus fort que toute peur, plus fort que toute douleur qui la tourmentait dans l'obscurité. Lorsque le docteur Sophia Fields revint avec Isabella Morgan, Claire leva les yeux lourds. « Docteur, marmonna-t-elle, puis-je demander si je l'avais emmenée à l'hôpital plus tôt ?» Le docteur Fields soupira. Elle s'assit, la voix calme. « Si nous l'avions détectée tôt, à sa taille initiale, la tumeur aurait pu être retirée avec une intervention mineure. Une opération simple, en moins de 30 minutes. » Claire sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. « 30 minutes, répéta-t-elle, la voix cassante. Isabella intervint doucement, sa voix réconfortante. « S'il vous plaît, ne vous tourmentez pas, Madame Claire. Dans votre situation, n'importe qui aurait pu commettre la même erreur. » Mais ces mots ne parvenaient pas à apaiser le feu de la culpabilité qui dévorait Claire de l'intérieur. Chaque fois qu'elle disait qu'elle souffrait, chaque fois qu'elle suppliait, je la repoussais, murmurait-elle, les larmes coulant. Nathan Reed, qui était patiemment assis dans le couloir, est venu. « Tu es sa mère. Tu as fait de ton mieux dans une situation terrible. N'oubliez pas ça, dit-il. » Claire enroula ses bras autour de sa tête et s'effondra contre le bord du lit, tout son corps tremblant. Cet après-midi-là, alors que Mia s'endormit sous les effets d'un sédatif, le docteur Fields invita Claire dans une petite salle de conférence. À l'intérieur, une autre personne attendait déjà. Un homme d'âge moyen au visage sévère vêtu d'un costume gris clair. « Je m'appelle Frank Owens, un représentant du service d'inspection médicale, s'est-il présenté, sa voix ferme. Nous devons vous parler du traitement médical antérieur que votre fille a reçu. » Claire fronça les sourcils, le cœur se serrant. Quoi? De quoi s'agit-il? Frank ouvrit un dossier et feuilleta une copie du rapport du patient de l'hôpital général de Brooklyn. Le 15 de ce mois, vous avez amené votre fille pour un examen, n'est-ce pas? Claire hocha la tête, l'anxiété montant dans sa poitrine. Nous avons examiné les dossiers. Le médecin traitant ce jour-là était le docteur Richard Dawson, a déclaré Frank. Selon le protocole, les signes de gonflement du cou et même de légères difficultés respiratoires nécessitent des analyses de sang immédiates et une échographie de base. Les yeux de Claire s'écarquillèrent, son cœur battant la chamade. Mais il nous a seulement donné des antibiotiques et nous a renvoyés chez nous. Frank hocha la tête, prenant des notes. C'était un acte de négligence grave, a-t-il déclaré d'un ton glacial. Et malheureusement, ce n'était pas la première. Intervint le docteur Fields, d'une voix basse et ferme. Nous avions des soupçons sur la conduite du docteur Richard Dawson depuis un certain temps, mais nous manquions de preuves. Le cas de votre fille a donné lieu à une enquête formelle. Claire agrippa le bras du fauteuil, le visage rouge. Alors que lui arrive-t-il maintenant? Demanda-t-elle, la voix tremblante de rage. Il a été temporairement suspendu dans l'attente d'une enquête, a répondu Frank. Si un acte répréhensible est confirmé, il pourrait perdre sa licence médicale et faire face à des accusations criminelles. Claire laissa échapper un rire amer, les larmes coulant sur ses joues. Suspendu. C'est tout. Ma fille a failli mourir. Frank la regarda, les yeux lourds. Je comprends ta douleur, mais la loi prend du temps. Claire se leva brusquement. Non, je n'attendrai pas. Je vais le poursuivre en justice. J'obtiendrai justice pour Mia. Le docteur Fields s'avança et posa une main sur son épaule. Nous vous soutiendrons. N'ayez pas peur. Le lendemain, sous la direction d'Isabella Morgan, Claire a officiellement intenté une action en justice contre le docteur Richard Dawson auprès du ministère de la Santé de New York. Dans le couloir de l'hôpital, Nathan Reed la vit et lui fit un sourire triste. Tu as bien fait. Votre fille sera fière de toi. Claire serrait la pile de papier, les yeux résolus. C'est le moins que je puisse faire pour rattraper mes erreurs. Tard dans la nuit, Claire est retournée à la salle de réveil. Mia était toujours immobile, son petit visage pâle et immobile. Claire s'assit à côté du lit et caressa doucement les cheveux doux de sa fille. « Mon amour, je suis vraiment désolée, murmura-t-elle. Tu as dû endurer tellement de choses. » Un doux souffle s'échappa des lèvres de Mia. Claire se redressa en sursaut. « Mia, tu entends maman ?» Les petites paupières de Mia se plissèrent. Elle ouvrit lentement les yeux. « Maman, murmura-t-elle faiblement. » Claire fondit en larmes en serrant la main de sa fille. « Oui, bébé. Je suis là. Je suis juste là.
Mia cligna lentement des yeux, ses lèvres bougeant à peine. Ça fait mal, murmura-t-elle. Claire l'embrassa doucement sur le front, ses larmes trempant dans les cheveux de Mia. Je sais, chérie. Je sais. Quelques instants plus tard, Charles Bennett est intervenu pour vérifier le tube respiratoire. Elle réagit bien, a-t-il déclaré en souriant. C'est un bon signe. Claire leva les yeux, une lueur d'espoir dans les yeux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle pourra bientôt se faire retirer le tube? Charles hocha la tête avec précaution. Si tout continue de s'améliorer ainsi, peut-être dans quelques jours. Claire serra la main de Mia et murmura, « Tu vois, bébé, nous allons nous en sortir. Je le promets. » Mia ferma à nouveau les yeux et une seule larme coula sur sa joue. Alors que la nuit tombait sur New York, Claire était assise à côté du lit de sa fille, rédigeant sa plainte officielle contre le docteur Richard Dawson. Son écriture était fragile mais déterminée. Chaque mot, chaque phrase transperçait le passé comme un couteau dans les erreurs qu'elle avait commises. Mais c'était aussi le premier pas vers la justice pour Mia, l'enfant innocente qui avait subi les conséquences de l'indifférence d'un adulte. « Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal », murmura-t-elle en déposant un long et tendre baiser sur la petite main de Mia toujours emmêlée dans les tubes. Et dans l'obscurité épaisse dehors, pour la première fois depuis de nombreuses nuits blanches, Claire sentit une faible lumière remuer dans sa poitrine, une lumière de rédemption, d'amour inconditionnel et un vœu de rester aux côtés de Mia jusqu'à la fin. À 2 heures du matin, Charles Bennett est arrivé en service, portant une tasse d'eau tiède et quelques tranches de pain grillé sec. « Madame Claire, dit-il doucement, vous avez besoin de manger quelque chose. Vos yeux sont enfoncés. » Claire secoua la tête. « Je ne peux pas. Pas tant qu'elle est encore allongée ici. » Charles posa le plateau sur la table et prit la chaise en face d'elle, sa voix s'adoucissant. « J'ai un fils de 3 ans. Il a été une fois dans ce même lit de soins intensifs à cause de la dengue. Je connais votre peur. Chaque seconde semble être une vie. » Claire ne répondit pas. Ses yeux restèrent fixés sur Mia, sa petite fille n'étant plus qu'un corps frêle entouré de tubes et de machines. Charles suivit son regard, puis serra doucement le poing. « Nous faisons tout ce que nous pouvons, dit-il doucement. »« Je le jure, » murmura Claire presque pour elle-même. « Si seulement elle survivait, je donnerais n'importe quoi. » À 3 heures précises du matin, une alarme retentit soudainement, bip, bip, bip. Plus fort. Plus rapide. Claire sursauta, son cœur s'arrêtant. Charles se précipita vers le lit, les yeux fixés sur le moniteur. Forte chute de tension, a-t-il crié en appuyant sur le bouton d'urgence. Moins de 10 secondes plus tard, le docteur Sophia Fields et l'infirmière en chef Johanna Rivers font irruption dans la pièce. Préparation d'urgence à 4 lignes, adrénaline, ordonna le docteur Fields. Claire a été sortie de la pièce. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas avec Mia? Elle a crié. Personne n'a répondu. La porte lui claqua au nez. Dans le couloir, Nathan Reed, qui somnolait sur une chaise, se réveilla en sursaut sous l'agitation. Claire, appela-t-il. Claire s'effondra contre le mur, sa main agrippant sa poitrine. Ils essaient de la réanimer, halta-t-elle. Sa tension artérielle a chuté. Nathan la tenait par les épaules, la stabilisant avant qu'elle ne tombe. Prions maintenant, dit-il, la voix tremblante. À l'intérieur, le docteur Fields maintenait les 4 pores stables, les yeux rivés sur le moniteur. Johanna, 1 milligramme d'adrénaline maintenant. Johanna hocha la tête et injecta le médicament directement dans la veine de Mia. Le moniteur cardiaque a sonné une fois, puis est redevenu plat. Aucune réponse. Le cœur ne battait toujours pas. Prends le défibrillateur. 50 joules maintenant, a crié Charles. Johanna a placé les pagaies sur la poitrine de Mia. C'est clair, cria-t-elle. Le petit corps sursauta. Toujours pas de rythme, 70 joules, aboya le docteur Fields. Claire. Un deuxième choc. Silence, 100 joules. La dernière fois, le docteur Fields serra les dents, la sueur coulant de son front. Johanna regarda sa collègue, les mains tremblantes. Claire. Le petit corps sursauta à nouveau, puis bip, bip, bip. Charles laissa échapper un soupir et les yeux de tout le monde s'illuminèrent comme s'ils venaient de reprendre vie. Les battements de cœur étaient de retour. La tension artérielle augmentait légèrement. Johanna, crie. Le docteur Fields s'est presque effondré sur le lit.
Mia, cette petite fille est une battante. Dans le couloir, lorsque la porte s'est ouverte à la volée, Claire s'est levée d'un bond. Médecin. Le docteur Fields est sorti, son masque chirurgical pendant à une oreille. Nous l'avons ramené cette fois, dit-elle, la voix tendue. Mais le risque demeurera à moins que nous effectuions une deuxième intervention chirurgicale dès que possible. Claire tomba à genoux, les larmes inondant son visage. Nathan la rattrapa et murmura « Dieu merci ». Claire resta assise près de sa fille jusqu'à l'aube. À 5 heures précises, le docteur Fields est revenu, accompagné du docteur Alan Grant, le chirurgien en chef de l'intervention à venir. Nous avons réuni toute l'équipe, a déclaré fermement le docteur Grant. Claire hocha la tête, la voix étranglée. S'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît, sauvez ma petite fille. Le docteur Grant posa une main sur son épaule. J'ai une nièce du même âge que Mia. Je te le promets, je donnerai tout ce que j'ai. Claire s'effondra, enfouissant sa tête dans ses mains. À 6h30 du matin, Mia se réveille à nouveau. Ses yeux s'ouvrirent, ses lèvres pâles. Maman ? Sa voix était si faible que Claire dut se pencher pour l'entendre. Je suis là, chérie. Maman est là. Mia a regardé le plafond pendant un moment, puis s'est retournée et a murmuré « Maman, ne me laisse pas mourir ». Claire éclata en sanglots, enroulant ses bras autour d'elle. « Non, je ne laisserai pas cela arriver », a-t-elle juré. « Je jure. » Mia ferma à nouveau les yeux, des larmes coulant des coins. « J'ai peur, maman. » Claire lui caressa doucement les cheveux, sa voix tremblante. « Tu n'es pas seule. Je serai là à chaque seconde. Tu dois juste me faire confiance comme je te fais confiance. » Alors que les premières lueurs du matin traversaient la fenêtre et projetaient leur lueur sur le visage fatigué de Claire, elle comprit que le cauchemar n'était pas encore terminé. Mais elle ne reculerait plus. Derrière les portes de l'unité de soins intensifs, médecins et infirmières se préparaient à une opération vitale. Dehors, New York commençait à s'éveiller. Mais pour Claire, le temps s'est arrêté, enfermée dans la douleur, l'espoir fragile et le vœu d'une mère de ne plus jamais laisser sa fille sombrer dans les ténèbres. Le ciel au-dessus de New York était d'une épaisse nuance de gris, des nuages suffisamment lourds pour écraser la ville entière. Dans l'aile chirurgicale d'urgence de l'hôpital Saint-Marie, la tension était suffocante. Claire restait figée dans le long couloir, la lumière au néon vacillante au-dessus de sa tête clignotait de manière erratique, chaque scintillement faisant écho à ses peurs les plus profondes. L'horloge murale indiquait exactement 7 heures du matin. Le docteur Sophia Fields s'approcha, son masque couvrant une partie de son visage, mais l'urgence flamboyait dans ses yeux. « Il est temps. Nous emmenons Mia en chirurgie maintenant, dit-elle, sans attendre de réponse avant de se tourner vers l'équipe d'infirmiers. 2 membres du personnel ont transporté la civière jusqu'au lit de Mia. Claire s'agenouilla à côté d'elle et lui caressa la joue. « Tout ira bien pour toi, murmura-t-elle. « Je le promets. » Mia ouvrit lentement les yeux, ses lèvres pâles bougeant à peine. « Maman, si je ne me réveille pas. »« Non, ne dis pas ça, sanglota Claire en l'embrassant. Tu te réveilleras, tu reviendras, et nous nous promènerons dans le parc, mangerons de la glace comme avant. » Mia cligna des yeux et des larmes coulèrent sur ses tempes. Je me souviens de la nuit où nous avons regardé des feux d'artifice au bord de l'East River. Claire sourit à travers ses larmes. Et nous recommencerons. Cette fois, je ne manquerai pas un seul instant. Les infirmiers ont doucement soulevé Mia sur la civière. Elle a tenu la main de sa mère jusqu'au tout dernier moment. Lorsque les portes de la salle d'opération se sont fermées, Claire se tenait là, les mains toujours tendues, comme si elle essayait de s'accrocher à quelque chose qui lui échappait. Nathan Reed s'approcha et posa une main sur son épaule. « Ce sont les meilleurs, dit-il doucement. Les meilleurs, et ils s'en soucient. » Claire n'a pas répondu. Elle s'assit sur le banc, la tête entre ses mains, le cœur serré comme un poing. Le temps commença à passer comme un chant funèbre lourd et sans parole. 8 heures, 1 heure s'était écoulée. Personne n'est sorti. Personne n'est entré. Isabella Morgan a apporté à Claire une tasse de thé chaud. Vous devez rester hydraté. Votre corps a aussi besoin de force, dit-elle doucement. Claire l'a pris, ses mains tremblant tellement qu'elle a failli le renverser. Vous savez, commença-t-elle, les yeux cerclés de rouge, avant, je pensais que j'étais forte. J'avais 2 boulots, je ne prenais jamais un jour de congé, mais je n'étais pas assez forte pour faire face à la douleur de ma fille. Isabella s'assit à côté d'elle et hocha légèrement la tête.
Personne ne n'est mère parfaite, mais vous faites ce qu'il faut maintenant, en attendant et en priant. Claire hocha lentement la tête. Si seulement je m'étais réveillée plus tôt. À 9h17, un infirmier sort de la salle d'opération et se précipite vers le poste d'infirmière pour demander un endoscope d'urgence. Le docteur Fields l'a suivi quelques instants plus tard, sa blouse chirurgicale tachée de sang, la voix urgente. Préparez le matériel de trachéotomie profonde. Son rythme cardiaque est instable. Claire se leva immédiatement. Ce qui se passe, elle a crié. Johanna Rivers s'est précipitée pour la retenir. S'il vous plaît, restez calme, madame. Ils ont toujours le contrôle. Calme. Claire a crié, les yeux fous. Ma fille est là-dedans. J'ai le droit de savoir ce qui se passe. Un jeune médecin, Lucas Callahan, est sorti pour récupérer du matériel. Il s'arrêta un instant, regardant Claire avec une profonde sympathie. Nous essayons de sauver sa trachée. Les dégâts sont pires que ceux que suggère l'imagerie. Claire chancela, saisissant le bras de Nathan. Des dégâts encore plus graves. Nathan la serra contre lui. Asseyez-vous. Si vous vous effondrez, elle n'aura plus personne sur qui s'appuyer. Claire se laissa tomber sur le banc, ses mains agrippant le petit pendentif Vierge Marie sur son collier. S'il vous plaît, si quelqu'un m'écoute, sauvez ma petite fille. À 10h, le silence était si profond que seul le bruit des pas de l'infirmière et de la machine à café dans le coin le brisait. Claire ne quittait pas les portes des yeux. Chaque bruit la faisait sursauter pour découvrir qu'il ne s'agissait que d'un autre chariot de fournitures, d'un autre médecin qui passait. Personne n'est sorti. Personne n'a rien dit. Claire a sorti son téléphone. 19 appels manqués de son gérant de supermarché. 7 SMS de son propriétaire. Elle l'a éteint. J'ai tout perdu, murmura-t-elle. Mais je m'en fiche tant que je peux la garder. Nathan lui versa un autre verre d'eau. Ma fille est morte dans un accident de voiture alors qu'elle avait 14 ans, a-t-il déclaré. Après quelques minutes de silence, Claire releva la tête, stupéfaite. J'étais assis comme ça dans le couloir d'un hôpital, priant à chaque seconde. Mais ce n'était pas suffisant. Il la regarda, ses yeux porteurs d'un chagrin qui ne s'effacerait jamais. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, parce que je ne veux pas qu'une mère vive seule une deuxième fois. Claire lui prit la main sans rien dire. Elle l'a juste serrée doucement. À 11h23, les portes de la salle d'opération s'ouvrent enfin. Claire se leva d'un coup. Les DRS Alan Grant et Sophia Fields sont sortis, tous deux épuisés, leur blouse chirurgicale trempée de sueur. Est-ce qu'elle... Claire n'arrivait pas à finir la phrase. Le docteur Fields hocha la tête. L'opération est terminée. Elle est encore très faible, mais nous avons retiré toute la tumeur. Sa trachée reste intacte. Claire s'est effondrée au sol, les larmes coulant de manière incontrôlable. Merci. 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 Le docteur Grant s'assit sur un banc voisin. Il y a eu un moment où nous avons cru l'avoir perdue, mais Mia, c'est une battante. Le docteur Fields tapota doucement l'épaule de Claire. Nous la surveillerons de très près pendant les prochaines 48 heures. Elle est encore fragile, mais il y a de l'espoir. Claire hocha la tête, les mains toujours tremblantes. Puis-je la voir? Pas encore. Elle est toujours en convalescence. Mais dans environ 1 heure, nous vous laisserons entrer. Claire se laissa tomber sur une chaise, enfouit son visage dans ses mains et sanglota comme une enfant. Nathan posa une main sur son épaule, partageant silencieusement son immense soulagement. 1 heure plus tard, dans la salle de réveil spéciale, Mia était toujours au lit. Son visage était pâle, mais ses paupières tremblaient légèrement. Claire a été autorisée à entrer, vêtue d'une blouse stérile, de gants et d'un masque. Le docteur Fields la conduisit au lit et lui parla doucement. Elle n'est pas encore complètement consciente, mais elle peut probablement vous sentir à proximité. Parlez-lui doucement. Claire hocha la tête et se rapprocha. La petite main de Mia reposait sur la couverture blanche, le bout de ses doigts bandé après toutes les intraveineuses et les aiguilles. Claire se pencha et prit la main de sa fille. Mia, chérie, c'est maman. Un léger battement au niveau de la paupière. Un léger soupir presque imperceptible. Claire s'étrangla. Tu l'as fait. Tu es revenu. Je suis là maintenant et je ne vais jamais nulle part. Une seule larme coula de l'œil de Mia, si faible, presque invisible. Mais pour Claire,
c'était un miracle. Le docteur Fields a vérifié sa montre, puis s'est approché. Claire, laissons-la se reposer un peu plus. Tous les signes de guérison vont dans la bonne direction. Nous allons commencer à réduire les sédatifs, afin qu'elle puisse se réveiller complètement plus tard dans la journée ou demain matin. Claire la regarda, la voix tremblante. Est-ce qu'elle sera capable de respirer toute seule? Nous avons bon espoir, mais nous devrons surveiller encore quelques heures. Pourtant, elle souriait. Elle va mieux que prévu. Claire baissa légèrement la tête. Merci. Merci, docteur et à tous. Cet après-midi-là, Nathan retourna à l'hôpital avec un petit sac de pâtisserie. Claire était assise dans la salle d'attente, tenant toujours le dossier de Mia, les yeux rivés sur les mots « état stable ». Après une intervention chirurgicale d'urgence, il posa le sac et lui tendit un croissant encore chaud. « Tu as besoin de manger. Elle a besoin de toi fort. » Claire l'a pris et en a mordu un petit morceau. « Je pensais que j'allais devoir enterrer mon enfant. » Nathan hocha la tête sans parler. Il a compris parce qu'il l'avait vécu autrefois. Au bout d'un moment, Claire ouvrit le dossier. « Monsieur Nathan, je dois vous demander quelque chose. » Poursuivre. À propos du procès contre le docteur Richard Dawson. Je veux aller jusqu'au bout. Pas pour moi. Pour les enfants qui viendront après. Nathan serra le poing. Et pour Mia, parce que s'il avait fait son travail dès le début, elle n'aurait pas failli mourir. Oui, murmura Claire. Ce soir-là, dans le bureau du directeur de l'hôpital Saint-Maries, une réunion interne a eu lieu. Le docteur Fields, le docteur Alan Grant, l'inspecteur Frank Owens et la représentante du ministère de la Santé Laura Palmer étaient tous présents. Frank a ouvert le dossier. L'affaire contre le docteur Richard Dawson a été portée devant le conseil disciplinaire. Sa négligence, l'absence de tests, l'absence de référence et l'absence de conseils en matière de risque constituent une grave violation de l'éthique médicale. Laura Palmer parla d'un ton grave. Nous avons reçu une plainte officielle de la patiente, Claire Miller. Dans le même temps, au moins 4 autres parents ont soumis des rapports sur son attitude dédaigneuse. Le docteur Grant hocha la tête pensivement. Si nous n'agissons pas avec fermeté, la confiance du public dans le système médical s'effondrera, a conclu Frank. Le conseil a convenu à l'unanimité d'une suspension permanente de sa licence médicale. L'affaire sera renvoyée devant le procureur pour négligence grave ayant causé un préjudice grave. Le docteur Fields ferma les yeux et soupira. Cela aurait dû être arrêté depuis longtemps. Cette nuit-là, Claire se tenait sur le balcon du 4e étage, les yeux levés vers le ciel new-yorkais, parsemé d'étoiles rares après des jours de pluie. Pour la première fois depuis de longues journées, sa poitrine ne semblait plus alourdie par les pierres. Mary Monroe, la jeune infirmière, apporta une couverture et la posa doucement sur ses épaules. « Vous avez l'air différente maintenant, madame. » Claire se tourna et fit un léger sourire. « Je me sens vivante. »« Et ta fille aussi. » Mary Monroe sourit. « Je viens de vérifier. » Mia commence à respirer toute seule. Claire faillit fondre en larmes. « Vraiment ?» Mary Monroe hocha la tête. « Nous avons réduit l'assistance respiratoire. Si rien d'inhabituel ne se produit, elle pourrait être complètement déconnectée d'ici demain. » Murmura Claire. « Merci. Merci à tous. » Pour la première fois depuis des lustres, un étrange sentiment de paix émergea dans son cœur. Comme si la vie reprenait petit à petit, petit à petit. À minuit, Claire était assise au chevet de Mia, la regardant dormir tout en copiant les notes de traitement dans le petit cahier qu'elle portait avec elle depuis des semaines. Une voix douce rompit le silence. « Maman. » Claire leva brusquement les yeux. Mia ouvrit les yeux cette fois, plus alerte que jamais. Elle regarda sa mère, un léger mais clair sourire apparaissant sur son visage pâle. Claire se précipita et l'embrassa. « Tu es réveillée. Oh mon Dieu, tu es réveillée. » Mia murmura, « J'ai rêvé de toi. Tu me serrais dans tes bras et tu me chantais. » Claire l'embrassa sur le front. « Ce n'était pas un rêve. Je suis vraiment là et je ne vais nulle part. » Mia leva la main, désignant sa poitrine. « Je peux respirer maintenant. » « Oui, tu vas très bien. Le médecin a dit qu'il retirerait complètement le tube de main. » Mia sourit. La petite lumière au coin de ses lèvres fit fondre Claire en larmes. « On va recommencer, d'accord ? Une étape à la fois. »
Mia hocha doucement la tête. Maman, je veux apprendre à dessiner. Claire fut surprise. Dessiner? Oui, je veux te dessiner, toi, le ciel est le rêve que je viens de faire. Claire la serra fort dans ses bras. Alors à partir de maintenant, je serai celui qui gardera ta boîte de crayons en sécurité. À ce moment-là, le moniteur bipa doucement, comme le doux battement de cœur d'un nouveau départ. La lumière du soleil du matin pénétrait doucement à travers les rideaux de la salle de soins intensifs, projetant une douce teinte dorée sur les joues de Mia comme un ruban de soie. Ses yeux étaient grands ouverts, alertes, sa respiration était régulière et le ventilateur avait été complètement retiré. Claire tenait la main de sa fille, les yeux fixés sur ce visage. Le docteur Fields a dit, vous vous rétablissez mieux que quiconque ne l'avait prédit, murmura-t-elle en souriant, même si sa voix tremblait. Mia se tourna lentement pour regarder sa mère, son cou encore faible, faisant ressembler le mouvement à une scène au ralenti dans un film. J'ai faim, dit-elle, les yeux pétillants de malice. Claire éclata de rire à travers ses larmes en serrant sa petite fille dans ses bras. Oh mon Dieu, ce sont les 3 plus beaux mots que j'ai jamais entendus. Charles Bennett entra à ce moment-là, tenant un petit plateau. Est-ce que quelqu'un a dit qu'il avait faim? Il rit en tendant à Claire un plateau avec du lait concentré et quelques cuillères de porridge fin. Les yeux de Mia s'illuminèrent lorsqu'elle regarda l'infirmière. Tu es plus beau qu'hier soir. Charles éclata de rire et hocha la tête. Elle est définitivement en train de récupérer. Claire rit aussi, ses mains tremblantes alors qu'elle donnait à Mia la première cuillerée de porridge. Maman, tu as arrêté ton travail de nuit? Demanda Mia en mâchant doucement. Oui, j'ai démissionné. À partir de maintenant, je serai avec toi tous les jours, toutes les nuits. Vraiment, vraiment. Personne ni rien ne pourra plus jamais m'éloigner de toi. Mia déglutit lentement, puis murmura. Tu m'as tellement manqué. Quand j'avais mal, j'aurais juste souhaité que tu me tiennes un peu. Claire lui serra la main, étouffée par l'émotion. Je sais et je ne te laisserai plus jamais ressentir ça. 2 semaines plus tard, Mia a été transférée dans une chambre d'hôpital ordinaire. Elle s'est entraînée à respirer, à manger et à parler à nouveau, petit à petit. Ses jambes étaient encore faibles, mais la détermination dans ses yeux brillait brillamment. Claire est restée à ses côtés tout le temps. Elle lisait des livres à Mia tous les matins, dessinait avec elle tous les après-midi et écoutait de la musique avec elle tous les soirs. Un jour, alors qu'ils coloriaient ensemble, Mia leva les yeux. « Maman, est-ce que tu as déjà aimé dessiner ?» Claire a ri. « Bien sûr que oui. Mais j'ai abandonné pour aller travailler. » « Eh bien, tu veux dessiner à nouveau maintenant ?» Claire resta silencieuse pendant quelques secondes, puis dit doucement, « Oui, mais d'abord, je vais encore apprendre de toi. » Mia pencha la tête. « Apprendre de moi. » « Oui, parce que tu m'as réappris à vivre. » Le mois suivant, Claire a officiellement quitté son emploi au supermarché. Elle a accepté une opportunité de formation professionnelle à temps partiel dans le cadre d'un programme d'aide aux parents seuls, introduit par l'hôpital, un cours de pâtisserie de courte durée, 3 heures par jour. Elle passait le reste de son temps avec Mia. Isabella Morgan leur a rendu visite un dimanche matin, apportant un panier de pâtisserie et rayonnante lorsqu'elle a vu Mia faire quelques pas seule. « Mia, tu es incroyable, dit-elle. »« Je fais de mon mieux pour retourner à l'école l'année prochaine, » répondit Mia avec éclat. Claire regarda Isabella, les yeux brillants. « Sans vous, les médecins, tout le monde, j'aurais peut-être tout perdu. » Isabella enroula doucement son bras autour de l'épaule de Claire. « Non, Claire, c'est toi qui m'as ramené. N'oublie pas ça. » Quant au docteur Richard Dawson, le dossier officiel de l'enquête a été transféré au tribunal pénal de New York. Lors d'une audience à huis clos, il a gardé la tête baissée, silencieux, pendant que le procureur présentait 6 dossiers qui avaient été gravement affectés par sa négligence au cours des 2 dernières années. L'avocat de Richard Dawson a demandé la clémence en raison de son âge avancé et de pression professionnelle, mais la procureure Laura Palmer a répliqué. La pression ne peut jamais être une excuse pour ignorer la vie humaine. Il a ignoré les cris d'un enfant, et le résultat a été qu'une petite fille a failli mourir à cause de sa paresse. Richard Dawson a vu sa licence médicale définitivement révoquée, a été condamné à 24 mois de probation et condamné à indemniser intégralement toutes les victimes concernées, y compris Mia, pour leurs frais de traitement. Claire a appris la nouvelle un après-midi d'avril alors qu'elle essuyait la table de la cuisine dans son tout nouvel appartement minuscule à Harlem, un quartier délabré, mais chaleureux et réconfortant.
Nathan Reed entra avec un journal et le tapota sur la table. Page 7, une demi-colonne, mais la justice c'est la justice, dit-il avec un petit sourire. Claire lut doucement, puis soupira. Personne ne gagne lorsqu'un enfant est sur le point de mourir. Mais au moins les autres seront désormais en sécurité. Nathan hocha la tête. Et votre fille, Mia, est la raison pour laquelle le système a dû changer. Claire regarda autour de la petite cuisine remplie du parfum de vanille. Son visage était plus paisible que jamais. Un an plus tard, l'auditorium de la St. James Middle School de New York était illuminé. Une file d'étudiants en uniforme tenait des trophées tandis qu'un tonnerre d'applaudissements résonnait autour d'eux. Mia se dirigea vers le centre de la scène, les cheveux plus longs, les yeux brillants. Le MC l'a appelée par son nom. Premier prix de l'Expo Science. Sujet, la trachée et la structure du système respiratoire revient à Mia Fields. Claire était assise au premier rang, les larmes coulant sur son visage, tenant une petite boîte de pâtisserie préparée comme cadeau pour sa fille. Isabella et Nathan étaient assis à côté d'elle, applaudissant sans arrêt. Mia reçut son trophée et s'inclina profondément. Ce prix n'est pas seulement le mien. Il appartient à ma mère, celle qui s'est battue à mes côtés dès la dernière seconde, a-t-elle déclaré au micro, la voix claire. La salle est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis a éclaté sous les applaudissements. Cet après-midi-là, la mère et la fille marchaient ensemble sur le chemin familier menant à l'East River. L'eau scintillait sous le coucher du soleil. Une douce brise faisait bruisser les arbres comme une musique de fond pour l'heure d'où pas Claire tenait la main de sa fille. « Avez-vous faim ?» Claire a ri. « J'ai faim depuis le matin, mais tu m'as fait attendre la fin de la cérémonie. » Mia fronça le nez. « Je veux du flan. »« Alors c'est flan. Je suis le propriétaire de la boulangerie maintenant, tu te souviens. » Ils éclatèrent tous deux de rire. Dans la main de Mia se trouvait un dessin. Elle le tint fièrement. « Je viens de finir ça. C'est toi. C'est moi. Et c'est la lumière. » Claire regarda le dessin. Deux personnages se tenant la main sous la lumière dorée du soleil avec l'hôpital Saint-Marie brillant en arrière-plan. « Vous avez attiré la lumière ?» a demandé Claire. Mia hocha la tête. « Parce que nous sommes sortis de l'obscurité maintenant, n'est-ce pas, maman ?» Claire la serra fort dans ses bras, son visage radieux. « Oui. Et à partir de maintenant, je promets que la lumière t'entourera toujours. » Le soleil se couchait, projetant un brillant tapis rouge-orangé sur le ciel de New York. Mais dans leur cœur, l'aube ne faisait que commencer. Cette histoire est un profond signal d'alarme sur les conséquences de la négligence, tant sur le plan de l'éthique familiale que médicale. Une mère, bien qu'aimante, a failli perdre son enfant parce qu'elle était trop préoccupée par sa survie. Et la négligence en matière de soins de santé n'est pas seulement une faute professionnelle. Cela peut coûter des vies innocentes. Mais l'histoire montre aussi que le véritable amour, lorsqu'il est éveillé au bon moment, peut tout restaurer, apportant le renouveau, la justice et un nouveau départ rempli de lumière. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à raconter des histoires réconfortantes presque chaque jour. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.